Alors, pardon. Voilà. Donc merci pour cette invitation, merci pour ce colloque qui est d'ores et déjà, je crois, tient toutes ses promesses, puisque nous avons entendu des choses particulièrement intéressantes. Alors je vais m'arrêter sur le cas viennois qui, pour certains aspects, se rapproche un peu du cas londonien. Il y a des choses très intéressantes. Alors, je vais commencer. Donc, les voyageurs de passage à Vienne au début du XVIIIe siècle soulignent de façon unanime l'omniprésence architecturale de la noblesse, dont les nombreux palais marquent profondément le paysage urbain. Vous avez ici un exemple de ces chapelets de façades aristocratiques qui font le prestige de la ville, bien plus que les résidences impériales dont est fustigée la médiocrité. De facto, l'historiographie de la cour de Vienne et des élites de la monarchie des Habsbourg a analysé la multiplication des grandes résidences aristocratiques, notamment après le siège de 1683, comme un symptôme de l'ancrage politique des grands lignages à la cour. L'étude des mobilités et des stratégies spatiales mises en œuvre par ces élites m'a toutefois incité à nuancer ce constat et à reposer la question de la corrélation entre propriété et ancrage politique. Le groupe dont je propose d'étudier ici le rapport à la propriété s'inscrit en effet dans une tension spatiale générée par la monopolisation croissante des charges curiales politiques et militaires, mais aussi de l'autorité seigneuriale, et enfin par la domination des États provinciaux. Et par ce cumul, je justifie ici le terme d'aristocratie, qui parfois est utilisé de manière à géographie variable. Donc là, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser. La versatilité de l'approche urbaine par ces élites qui placent Vienne dans la balance, sans que le plateau ne penche jamais définitivement en faveur de la résidence impériale, oblige donc à modérer, me semble-t-il, le présupposé d'un processus d'entrée en propriété linéaire et mécanique, et à envisager plusieurs postures. Du fait de cette ubiquité aristocratique, il me paraît nécessaire de faire travailler la polysémie de résidence, demeure et pratique résidentielle, donc autrement dit forme et espace de l'habitat, mais aussi pratique sociale, dans le sens où les deux sont intrinsèquement liés. Si la demeure accueille l'aristocrate lors de ses séjours à Vienne, elle sert également de substitut en cas d'absence et produit une médiatisation permanente de l'illustration politique du propriétaire. Il s'agit donc bien ici de considérer la possession d'une résidence comme un outil ou non de l'ancrage politique de l'aristocratie. Considérer la possession ou l'absence ou la non-possession, on verra d'ailleurs. Alors, il faut d'abord préciser quelques éléments fondamentaux de la propriété aristocratique à Vienne. Il est important de comprendre que la configuration urbaine viennoise génère des enjeux particuliers. Tout d'abord, le maintien du corset de fortification, que l'on voit ici très bien. On a d'ailleurs un double corset. La ville intérieure sur laquelle je m'arrête essentiellement, et puis ensuite les faubourgs. Donc le maintien du corset des fortifications étouffe une vieille ville peu étendue et provoque une pénurie foncière accentuée par l'habitude conservée par l'aristocratie de résider intramuros. Ensuite, la multiplication des lignages, à mesure que la cour du Habsbourg s'ouvre sur de nouveaux espaces. On sait, vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, que le Habsbourg règne sur toute une série de couronnes différentes. On a d'ailleurs vu hier un portrait de Marie-Thérèse qui présente ces différentes couronnes, et que ces couronnes s'ajoutent les unes aux autres, et de ce fait offrent des charges supplémentaires, ou en tout cas attirent un certain nombre de nouveaux lignages. Le gonflement global, ensuite, troisième élément, troisième enjeu, le gonflement global des effectifs curiaux et administratifs qui rend le poids que la Cour exerce sur la ville plus lourd, notamment par la contrainte de logement des fonctionnaires pour les maisons non exemptées. Enfin, la recherche de résidences plus spacieuses qui agissent sur le parcellaire, comme nous pouvons le voir ici, notamment par le cas de fusion de parcellaires. Vous avez ici un plan parcellaire qui montre deux parcelles qui appartiennent au prince Eugène, de Savoie, et donc qui correspondent à cet état-là. Et au miracle, tout à coup, le palais s'agrandit, c'est assez spectaculaire, de cette parcelle-ci qui est rachetée par le prince, et on continue la façade. On a choisi finalement de faire une façade qu'on peut assez facilement reproduire. Et donc, voilà, on a un exemple ici de fusion de parcelles et un palais qui s'agrandit en conséquence. Il en résulte donc une raréfaction des biens qui rend la propriété inaccessible et par conséquent d'autant plus valorisante pour les lignages les plus éminents. Les plans parcellaires de 1684 et de 1710 qui indiquent pour chaque maison le propriétaire. Alors j'ai pris ici un extrait, c'est disons le quartier aristocratique par excellence. Vous avez ici la Hofburg. Donc on voit dans les deux cas, donc
1684-1710, le nom du propriétaire qui est indiqué. Donc en croisant ces deux plans et les almanachs de cour, dont il a déjà été question, qui précisent l'adresse du propriétaire, on peut identifier alors, à peu près 130 demeures aristocratiques. Alors ici se pose la question de la demeure. Alors je vous incite à poser la question tout à l'heure, ce qui m'évitera de prendre du temps pour évoquer la terminologie. Qu'est-ce qu'on entend ici par demeure aristocratique? Alors là, vous avez les demeures qui sont en possession de l'aristocratie. Je m'arrêterai essentiellement sur les demeures dont on sait qu'elles présentent un aspect palatial. Là, il y a deux choses différentes. Et je vous montrerai d'ailleurs l'un ou l'autre exemple de maisons qui sont possédées par des grands lignages, mais qui, disons, ne le montrent pas. Alors, premier point que je voudrais évoquer, c'est la question des liens évidents entre propriété et résidence et ancrage politique à Vienne. Alors, premier élément, pourquoi posséder une résidence? Il s'agit d'abord de bénéficier d'un pied-à-terre à Vienne, le temps du service curial ou des sessions de la diète, quand, il faut bien le préciser, les demeures seigneuriales restent le séjour ordinaire de la noblesse. Donc on voit bien ici la concentration des palais, essentiellement à proximité de la Hofburg et de la Maison des États. Alors, il faut d'ailleurs noter qu'il y a une interstice ici qui correspond pourtant à une des voies principales qui mènent vers la Hofburg. Alors je ne m'explique pas pourquoi les aristocrates ont délaissé cet interstice, qui pourtant permettait d'offrir, j'ai dit tout à l'heure que les rues de la ville sont très étroites, un peu plus de champs pour voir les maisons. Là, il y a peut-être un travail intéressant. Alors, il faut savoir que jusqu'aux travaux de Charles VI, et encore non achevés, ils ne le seront achevés que sous François-Joseph, donc beaucoup plus tard, le palais ne possède pas de façade, et d'ailleurs ressemble, à partir des années 1740, avec les travaux abandonnés, à une sorte de ruine pré-romantique, ce qui en dit peut-être long d'ailleurs aussi sur le pouvoir impérial. Bien, donc il s'agit de bénéficier d'un pied-à-terre quand les demeures seigneuriales restent le séjour ordinaire de la noblesse et d'ailleurs la ressource principale de revenus. D'où la recherche donc, de liens à proximité des lieux de pouvoir. On peut noter d'ailleurs la même chose pour une des résidences d'été des Habsbourg à la Favorite, dans les faubourgs, et à Laxenbourg où on a une propriété, le développement d'une propriété nobiliaire. L'acquisition de demeures correspond assez fréquemment à l'intégration soit à la cour par le biais des charges curiales, soit aux États de Basse-Autriche. Par exemple, la famille Harrar, dont l'entrée en propriété correspond très exactement à l'obtention de la charge de grand maréchal en 1559, et à l'agrégation aux États de Basse-Autriche en 1564. Ou encore les Trautzonen qui achètent en 1554, quand ils rentrent dans la charge de grand maréchal de la cour, après une agrégation un tout petit peu plus précoce, en 1550. Cela dit, bon nombre de lignages infirment cette règle et rentrent en propriété parfois plus d'un siècle après leur agrégation, voire pas du tout, notamment les plus récemment agrégés. Donc la corrélation, s'il y a corrélation, elle fonctionne, mais elle n'est pas systématique. Le statut de propriétaire est également recherché par l'aristocrate comme une marque de l'élévation dans la hiérarchie curiale ou nobiliaire et de son intégration politique, comme le verbalise par exemple l'épouse du comte Ferdinand Harrar, qui écrit en 1665 dans son journal se mettre en quête d'une demeure. Son époux est à ce moment-là en ambassade à Madrid, se met en quête d'une demeure puisqu'il sied à un toisonniste, il vient d'obtenir la toison d'or, d'être propriétaire, sous-entendu être locataire. C'est une régression, ou en tout cas un déclassement social. Si elle n'est pas systématique, la corrélation entre entrée en propriété et entrée en politique apparaît donc assez probante, tant une grande résidence soutient la visibilité du lignage, surtout lorsque l'on considère la publicité offerte par les somptueuses façades baroques qui fleurissent à partir du début du XVIIIe siècle, au moment justement où s'opère le renforcement du monopole aristocratique, et notamment de ces quelques lignages, sur les charges politiques. Alors, deux exemples ici. Premier exemple, la façade du palais de Trautzonen. Je triche un peu parce qu'elle se trouve en dehors des murs. Alors, qui a été construite en 1712 et dont le point de mire est, ici, vous avez un détail, la couronne princière dont le comte Trautzonen, qui est désormais prince, que le comte a obtenu en 1711. Donc il y a une corrélation très nette entre la façade, et même d'ailleurs tout le palais, et l'obtention de cette couronne princière.
Ou encore le portail latéral du palais Liechtenstein des Minorites, où l'on voit très bien mise en valeur alors, la couronne princière, qui est déjà dans la famille depuis un certain temps, et aussi le collier de la toison d'or, avec en plus ce jeu sur la chromie et sur l'or, qui accentue largement ces deux éléments. La somptuosité de la façade traduit évidemment la richesse du propriétaire, d'autant plus que l'exiguïté du marché rend l'accession à la propriété très onéreuse, même si elle peut résulter d'un trompe-l'œil. Alors soit qu'on ait affaire à une façade truquée, c'est le cas ici du palais Questenberg, on voit très bien la structure, la double structure, en fait il s'agit de deux maisons bourgeoises, une maison qui a été héritée par le comte Questenberg et l'autre il l'a achetée ensuite, et il a simplement doté ces deux parcelles d'une façade commune. On voit d'ailleurs au passage le double étage noble, ce qui fait qu'en réalité, vous avez ici 4 appartements. 1, 2, 3, 4. Le comte Questenberg habite au 2e étage, une partie du 2e étage, le reste est loué. De surcroît, cette façade peut aussi être truquée parce que, alors il faut savoir que donc, tout ça, ce sont des vues qui ont été largement diffusées, imprimées et diffusées dans toute l'Europe pour montrer les réalisations des aristocrates. Alors quand on regarde chacune de ces vues, on se dit le palais est magnifique, il est extraordinaire, il est très grand, etc. Mais quand on confronte le gabarit réel des palais, on se rend compte que, donc là, j'ai trafiqué les images pour les mettre à l'échelle, on se rend compte tout à coup que ce palais qui paraît gigantesque est beaucoup plus petit que celui qu'on a là. Alors évidemment, quand on regarde les palais indépendamment les uns des autres, on a l'impression qu'ils sont très grands, et quand on les remet à l'échelle, on se rend compte que le palais Questenberg est en réalité beaucoup plus petit que le palais Dietrichstein, ou même que le palais Liechtenstein. Si vous regardez en nombre de fenêtres, on voit qu'il y a une très grande différence. Donc des façades entre guillemets truquées. Lieu de pouvoir, le palais l'est aussi parce qu'il accueille le pouvoir délocalisé par la tenue de conseils, de surcroît médiatisé par la Gazette, c'est dit dans la Gazette, et qu'il constitue un espace de mise en ordre social, comme le suggèrent plusieurs dispositifs de mise en œuvre d'un cérémonial, comme des fonctions spécifiques pour les pièces ou un mobilier d'assises différencié. La propriété est enfin médiatisée par les almanachs et les descriptions de la ville. Alors, les premiers, vous avez ici deux exemples d'almanachs. Les premiers précisent pour chaque individu, alors vous avez la litanie des titres qui montre d'ailleurs aussi la différence entre cet individu-là et, alors ce sont des comptes aussi, donc c'est un mauvais exemple. Celui-ci, par exemple, la différence du statut social, il est précisé ici, je l'ai agrandi, qu'il vit donc à l'adresse Teinfachstrasse in seinem Haus, donc dans sa maison. Donc il est propriétaire. Alors cette propriété, on la retrouve aussi indirectement pour les locataires. Par exemple, celui-ci, Sigmund Friedrich Kiewenhüller, habite dans la Herrengasse, im Mollartischen Haus, donc dans la maison Mollard, donc ça veut dire qu'il est locataire. Mais on retrouve ici finalement aussi le nom du propriétaire. Donc il y a une double publicité. Donc d'une part, les adresses dans l'almanach qui fait de la propriété une sorte de marqueur social, qui complète l'éminence politique qui est donnée par la longueur de la titulature, mais aussi, d'autre part, les descriptions. Alors vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 descriptions du même palais dans différents ouvrages. Donc alors, ce sont essentiellement des descriptions de la ville de Vienne. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais on retrouve systématiquement... D'abord, ces palais sont systématiquement décrits, alors de manière plus ou moins longue, et on retrouve systématiquement l'idée qu'ils sont particulièrement prestigieux dans leur réalisation et dans leurs aménagements. Donc là aussi, c'est une publicité qui bénéficie aux propriétaires. Enfin, dernier élément, alors je ne résiste pas au fait de vous montrer cet exemple qui est assez prodigieux de véhiculement, de circulation des images de la propriété, puisque vous avez, alors c'est pas n'importe laquelle, c'est le belvédère du prince Eugène de Savoie. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas l'image en tant que telle, c'est le format de l'image par rapport au format du livre, qui permettent de montrer la circulation de ces palais et aussi d'amplifier, alors pas seulement à l'échelle de la ville, bien évidemment, bien au-delà, puisque ces livres circulent beaucoup, l'autorité politique de leurs propriétaires. Alors oui, alors peut-être juste encore une anecdote pour terminer là-dessus, et d'ailleurs on a dans la correspondance des comtes Schönborn un passage où il dit très clairement que les comtes Schönborn veulent
aussi s'engager dans la publication de la vue d'un certain nombre de leurs demeures, pas uniquement viennoises, pour prouver, alors je cite à peu près textuellement, à ces snobs de Viennois qu'en Empire, on ne fait pas que planter des choux. Donc vous voyez, cette volonté de faire circuler ces représentations. Entrer en propriété permet donc à l'aristocrate comme au lignage de bénéficier d'un espace propre dans la résidence impériale qui renforce son lien apparent avec la dynastie régnante, mais qui, par sa visibilité, constitue aussi un substitut à la présence physique. Je reprends le cas du comte Questenberg, qui en réalité est absent jusqu'à 250 jours par an de Vienne. Mais le palais est là, et il est identifié comme palais Questenberg, donc il se substitue à la présence physique de l'individu. Il faut pourtant nuancer ce constat sur la durée, puisque dans le premier tiers du XVIIIe siècle, les propriétaires deviennent minoritaires, puis parmi les détenteurs des charges curiales ou politiques. Si l'on confronte les adresses déclarées dans l'almanach entre les premières années de publication et la fin du règne de Charles VI, on observe un net renversement, 2 tiers de propriétaires en 1702, 1 tiers seulement dans les années 1730. Et il faut d'ailleurs préciser à ce titre que la demeure n'est que très rarement familiale et n'héberge que la famille nucléaire du propriétaire ou le détenteur, par exemple, du fidéicommis, si le palais est dans ce statut-là. Ici, vous avez l'exemple de la famille Harrard, le palais Harrard ici, dans lequel loge Ferdinand Bonaventura, dont j'ai déjà parlé, tandis que son fils, Aloïs Thomas Raymond, à partir du moment où il est en âge d'exercer des fonctions, est obligé de louer à plusieurs reprises, donc ici, pour ensuite finalement intégrer le palais à la mort de son père. Et le frère, le feldmarschall Harrard, donc le frère de Ferdinand Bonaventura, lui se promène allègrement à Vienne, puisqu'il ne peut pas loger, ou juste en cas de coup dur, comme ça lui arrive parfois, de loger dans le palais familial. La location offre d'ailleurs, d'une certaine manière, une résidence de substitution. Je renvoie aux travaux de Natacha Coquery, ce qui explique le désir des aristocrates locataires de bénéficier d'une adresse et d'une demeure prestigieuse en contournant le système des quartiers qui ne leur attribuerait qu'un logement dans une maison bourgeoise insuffisant pour héberger une maison domestique d'environ 30 à 50 personnes, voire parfois plus. Ces évolutions induisent donc des relations différentes du lignage à la grande résidence qui revêtent des statuts différents. Alors soit on est dans la sédentarité ancestrale, quelques lignages parviennent à constituer des patrimoines immobiliers, vous en avez plusieurs ici, alors ce sont Liechtenstein, Liechtenstein, Starnberg, Altan, ces grands lignages, qui sont omniprésents tant à la cour que dans les États tout au long de la période, qui possèdent plusieurs demeures, 1 ou 2 palais, et aussi également des demeures qui sont en fait des immeubles de rapport. Et de ce fait, ce patrimoine est souvent à géométrie variable sur la durée, avec des fluctuations, soit en fonction de la démographie familiale, soit des capacités d'investissement. Si l'on considère toute l'époque moderne, on se rend compte qu'il n'y a que très peu de demeures qui sont possédées sans interruption par un lignage, 17 depuis le milieu du XVIIe siècle, dont 7 ici. Donc ce sont ces demeures qui sont avec un carré, je dirais, moyen, et 6 depuis le milieu du XVIe siècle, donc qui sont restées, c'est celle-ci, on n'en a ici qu'un exemple, pour les comtes Altan, qui possèdent cette maison au moins depuis 1550. Et cela se marque notamment par cet attachement à la demeure, se matérialise par la conservation de l'aspect ancien de la demeure, voire dans certains cas par la volonté de racheter une demeure qui avait été anciennement possédée par la famille à un moment de prestige ou d'ascension familiale. C'est le cas du comte Harrard qui, alors j'ai montré le palais tout à l'heure, qui s'évertue pendant 10 ans à essayer de racheter la parcelle sur laquelle avait été construite une première demeure d'un de ses ancêtres qui, dans l'histoire familiale, était très important puisqu'il était un de ceux qui avaient permis justement l'ancrage politique de la famille. Cela dit, la pluralité des demeures peut également relativiser ce caractère symbolique par la mise en concurrence. Alors, par exemple, le prince Johann Leopold Trautson, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui opère un va-et-vient permanent un va-et-vient sur la durée, entre les demeures de la Bräunerstraße et la Schenkengasse, qui se situent dans les 2 quartiers aristocratiques que j'avais localisés tout à l'heure, en fonction de la démographie familiale. Il a une progéniture qui est très importante, donc il y a des moments où il a besoin d'un espace plus important que d'autres. Alors, comme il s'est marié plusieurs fois, évidemment, il y a une progéniture qui revient. Donc il y a des moments où il a besoin d'un espace très important pour loger toute la famille, donc il passe dans un palais, puis à d'autres moments, c'est moins intéressant, donc il passe dans l'autre palais. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une 3e demeure, qui est peut-être la plus prestigieuse, parce qu'elle se situe dans la Herrengasse, la rue des Seigneurs, dont il n'est jamais fait allusion dans l'almanach. Donc on ne sait pas ce qu'ils en font, si ce n'est qu'elle est vendue en 1734.
La résidence urbaine s'inscrit également dans la concurrence avec la demeure suburbaine, puisque la propriété extramuros est un phénomène croissant, avec des modifications dans les habitudes résidentielles d'ailleurs, qui impactent la forme de l'habitat, puisqu'on passe d'une villégiature progressivement à une résidence permanente. On a vu tout à l'heure l'exemple du palais Trautzoon, qui a une forme proprement palatiale. Et de ce fait, on voit aussi, à partir des années 1720, que ces demeures suburbaines font l'objet de publicité. Vous avez ici un recueil qui, d'ailleurs, pour alimenter ce que je disais tout à l'heure sur la circulation, a été publié une première fois à Vienne, une deuxième fois à Augsbourg, et ensuite a été traduit dès 1740 en anglais. Donc, dans ce recueil, on trouve à la fois des demeures intramuros, mais aussi des demeures extramuros, qui d'ailleurs sont d'ailleurs ici mises en avant. Concurrence fonctionnelle aussi par la dénaturation de la demeure, qui devient un investissement financier autant qu'un lieu d'habitat. J'ai parlé des Questenberg tout à l'heure. Et d'ailleurs, en devenant le premier bailleur de la ville, l'aristocratie acquiert une autorité socio-économique qui renforce encore son pouvoir sur l'espace urbain. Enfin, dernier point que je voudrais évoquer, le détachement de la résidence, qui peut être lié au retrait, puisque plusieurs lignages se signalent par un désengagement financier. C'est le cas des Waldstein, qui vendent leur demeure en 1713 à la mort de l'ancien grand chambellan Karl Ernst, et qui donc, du coup, n'ont plus de résidence à Vienne. C'est le cas aussi, alors les Waldstein, c'est un lignage bohème, donc il y avait peut-être un attachement moins important à Vienne, mais si l'on regarde du côté des anciennes familles bas-autrichiennes, on voit plusieurs propriétaires pluriséculaires qui liquident leur patrimoine immobilier sans nécessairement pourtant disparaître des organigrammes politiques et curieux. Donc là, on a effectivement ce phénomène de va-et-vient. Ce détachement de la résidence, cumulé à la pratique de plus en plus fréquente de la location, suggère que la propriété n'était pas ou plus indispensable. Alors, pas indispensable si on regarde les Bucquois qui possèdent 6 demeures sur un temps très court, mais dont aucune ne va faire l'objet d'investissements correspondant avec l'érection princière, dont ils bénéficient en 1688, donc pendant qu'ils possèdent de ces demeures, ou alors plus dans le sens où, par exemple, les Zinzendorf possèdent un patrimoine très conséquent à la fin du XVIIe siècle, et lorsqu'ils atteignent l'apogée de leur prestige politique, eh ben, ils liquident leur patrimoine. Paradoxalement, ils liquident leur patrimoine immobilier. Il y avait un palais et 6 maisons, toutes sont vendues progressivement, alors même qu'à cette date, les Zinzendorf, qui ne sont plus propriétaires, n'ont jamais été aussi influents, puisqu'il y a 2 hommes politiques de premier plan dans la famille, dont les mandats d'ailleurs s'étirent de manière indéfinie jusqu'au règne jusqu'au règne de Marie-Thérèse, un grand maître de la cour et un grand chancelier Aulique, qui par ailleurs acquiert pour la modique somme de 660 000 florins un château, ce qui montre qu'a priori il n'y avait pas de problème financier. A contrario, par exemple, c'était le cas du retrait des comtes Zinzendorf. Alors, a contrario, les princes Porcia, qui ne sont plus présents politiquement à Vienne depuis 1665, conservent leur palais. Alors, on a à côté un autre exemple de palais avec double étage noble, le palais d'Aun. Donc conservent leur palais dans le jus. D'ailleurs, il est toujours aujourd'hui dans ce jus-là. C'est un palais qui est encore aujourd'hui conservé. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que la comtesse Harrard, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui cherche à acheter une maison, quand elle apprend que les Porcia quittent Vienne, va voir la princesse Porcia. Elle dit, mais est-ce que par hasard, vous ne vendriez pas votre maison? Non, on ne veut pas la vendre, on garde un pied-à-terre à Vienne. Et ils vont le garder encore pendant une bonne quarantaine d'années, alors qu'il n'y a plus aucun Porcia qui officie à Vienne. Alors, pour conclure, considérer la propriété aristocratique, notamment par l'angle des grandes résidences, permet donc d'éclairer le degré d'ancrage politique des grands lignages aristocratiques à Vienne. Si quelques lignages s'inscrivent dans une sédentarité immobilière durable, dont résultent les grandes résidences urbaines, une majorité d'autres n'éprouvent pas ou plus la nécessité d'être propriétaires sur le long terme, ce qui facilite le développement des pratiques locatives qui offrent des résidences de substitution. Les grandes résidences ne sont pas ou plus forcément un élément indispensable dans l'idéal nobiliaire, en tout cas on peut poser la question, viennois. Cette distance prise avec la propriété favorise donc le va-et-vient des élites qui maintiennent la résidence impériale dans la balance avec la demeure seigneuriale qui reste une demeure importante, et donc ces grandes résidences urbaines sont placées en concurrence. Enfin, il me semble qu'il faut penser la résidence urbaine à plusieurs échelles, puisqu'on voit bien que la médiatisation et le rayonnement de la demeure et donc du lignage se fait au-delà, grâce à ces grandes demeures, au-delà des murs de la ville, et elle est bien donc un objet d'illustration politique à l'échelle européenne. Je vous remercie.